Pierre-Yves Rougéron, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces entretiens du mois d'octobre. Vous voulez faire un petit point d'actu sur le cercle Aristote d'abord? Alors, l'actu du cercle est assez chargé. Nous sortons le numéro sur la francophonie qui sera disponible à la sortie de cet entretien. Nous sortons également un ouvrage de Kostas Mavrakis. Qui est Kostas Mavrakis? C'est c'est l'ami et le rival, c'est un homme un peu âgé, d'un philosophe maoïste bien connu, qui est Alain Badiou. Mis à part que Mavrakis, lui, s'est plutôt orienté par l'orthodoxie. Enfin, à la base, il a écrit un ouvrage qui est resté célèbre sur le trotskisme, et il a quitté l'extrême gauche pour se convertir à l'orthodoxie, et disons pour devenir un penseur, disons, je qualifierais ni patriotique ni de conservateur, mais un penseur, si vous voulez, de la permanence des sociétés. Donc il a une œuvre qui oscille entre des questionnements sur l'effondrement et des questionnements sur l'art, vu qu'il a été professeur de théorie de l'esthétique. Il est resté très lié avec Badiou, jusqu'à une querelle sur l'art d'ailleurs, et il sort aux éditions Perspective Libre un ouvrage qui s'appelle La civilisation et ses ennemis, que je vous recommande, qui est à 20 € pour un peu plus de 200 pages, qui est un ouvrage qui va vous faire un point théorique sur la question de la civilisation, pourquoi on en parle maintenant, pourquoi on en parle comme ça, une civilisation c'est quoi, par rapport à une culture, par rapport... est-ce que la vision civilisationnelle est une vision ethnocentriste ou pas, et il passe en revue certains ennemis des tendances du déclin de l'Occident, c'est-à-dire l'effondrement de l'art, merci beaucoup, l'effondrement de l'architecture, et également une des menaces, enfin plusieurs menaces, le techno-capitalisme, le remplacement de population, l'islam, sans être, d'une islamophobie bête et méchante, disons que c'est un ouvrage qui s'interroge sur l'islam, et beaucoup plus sur la représentation de l'islam. Il y a par exemple un chapitre assez brutal contre Michel Onfray. Donc voilà, c'est un ouvrage que je vous recommande. Nous sortons également un autre ouvrage qui est de Morad El-Attab, notre camarade Morad El-Attab, qui s'appelle Poutine, le nouveau de Gaulle, qui est un ouvrage assez petit, peu cher, qui est à moins de 15 €, qui est un ouvrage sur... disons, qui n'est pas un traité comme pouvait l'être le Vladimir Bonaparte Poutine, mais qui est un ouvrage d'introduction à la question sur le parallèle des deux grands hommes. Il ne faut jamais oublier que De Gaulle est une des sources doctrinales de Russie unie. Donc Morad El-Attab, pour ceux qui ne se rappellent pas, il avait écrit chez nous un ouvrage sur la crise avec notre ami le regretté Philippe Jumel qui est décédé, et donc... Morad El-Attab est économiste, il est aussi écrivain, il avait écrit Chronique du buveur de lune, qui lui avait valu, je crois, le prix Lévinas, c'est à vérifier, et il sort donc cet ouvrage chez nous. Le dernier ouvrage que nous sortons est un ouvrage de Denis Colin. Qui est Denis Colin? Philosophe, marxologue, très grand spécialiste de Marx, grand spécialiste de Machiavel et de Spinoza également, qui vient de se faire éjecter du média d'Aude Lancelin, sur lequel nous allons revenir, et dans le sillage de l'éjection à la fois grotesque, contre-productive et ignoble de Jacques Cottard. Mais bon, c'est pas grave, elle a pris la gestion au Nouvel Observateur, chez monsieur Laurent Mouchard, Geoffrin, l'homme qui était prédestiné par le fait de s'appeler Mouchard. Et un fils de l'ancien argentier de Le Pen, mais ça c'est pas grave, hein, qui n'a pas sauté sur les genoux de tonton Jean-Marie et raté sa vie. Et si vous voulez, cet ouvrage s'appelle Après la gauche, est une réflexion parallèle mais différente que celle de Michéa. C'est un ouvrage
sur la notion de limite et la notion d'émancipation. C'est un très grand ouvrage. Je remercie Denis Collin de nous avoir choisi pour pouvoir l'éditer. Et je ne saurais trop vous le recommander. C'est un ouvrage, disons, sur sur l'évolution non de la gauche mais du socialisme. N'oubliez jamais que le socialisme doctrinalement, historiquement, est le contraire de l'individualisme. Et tout patriote doit avoir ce questionnement, tant le libéralisme est, par rapport à nos idées, quelque chose qui menace, disons, l'être que nous entendons sauver. Pourquoi ? Pas nécessairement pas le libéralisme à la Charles Gave, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais qui n'appartient pas mais disons, le problème c'est que le libéralisme triomphant, c'est le libéralisme à la Gaspard Koenig. Voilà, c'est le libéralisme de gens qui sont dans l'extension de la logique de marché pour étendre ce que disait Castoriadis. Castoriadis, le désert s'accroît, et en étendant les limites de ce qui est objectable de la marchandise, c'est-à-dire de ce qui peut faire l'objet d'une évaluation en argent, de ce qui peut faire l'objet d'un contrat, et de ce qui peut, disons, et de ce que l'argent peut acheter, donc qui peut avoir un prix, eh bien ce sont des gens qui portent la mort avec eux. Et qui détruiront toute structure collective. Pourquoi ? Parce que la doctrine libérale est une doctrine qui a pu se développer dans un monde qui a été marqué par une anthropologie républicaine ou conservatrice, mais anthropologie conservatrice, ça ne veut rien dire en soi, parce qu'une anthropologie est conservatrice par nature, au sens conservé comme un organisme conserve sa propre vie, persévère dans son être. Une anthropologie, c'est ça. Le problème, c'est que l'être libéral s'est greffé sur une anthropologie qui n'était pas la sienne, et aujourd'hui, en ces temps hanounesques, nous voyons que ça y est, on a atteint l'os, donc parce qu'on descendra plus, on descendra plus. Maintenant, enfin, on creusera plus beaucoup. Ça va être la longue dégénérescence, et donc il faut repenser les conditions d'un monde commun pour essayer de sauver non le progrès mais l'émancipation, pour reprendre la dialectique d'un autre grand auteur que nous avons eu le privilège de traduire grâce à notre camarade Yves Branca, qui est Consenso Privé. Donc voilà, je fais un léger point personnel sur ma situation. Je vais bientôt payer mes idées, donc voilà, je vous dois la vérité. Donc, bon, c'est comme ça, hein, vous savez, comme disait le général de Gaulle, ce qui différencie la chasse de la guerre, c'est qu'à la guerre, les lapins tirent. Et donc, j'ai pris un tir, d'ailleurs un tir ami. Disons que je vais pouvoir réfléchir tranquillement dans les mois à venir, vu que je serai chômeur. Ce n'est pas grave en soi, je ne vous demande rien, sauf de soutenir le travail courageux de mes équipes. Donc nous avons le système de dons sur le site du Cercle, nous avons ceux qui voudraient faire un chèque ou un virement peuvent nous contacter, cerclearistote@gmail.com. Ceux qui voudraient travailler avec nous sur les dossiers techniques peuvent également nous contacter, cerclearistote@gmail.com. Nous avons la page Tipeee. Nous avons également une déduction fiscale possible. Là encore, il faut se mettre en rapport avec nous. Voilà. Écoutez, très bien, mais on passe à la politique intérieure. Le premier gros dossier est celui de Macron, qui ne cesse de descendre dans les sondages. On a appelé ça le mois maudit pour Macron. Ah bah c'est très simple, alors là, là pour le coup ça y est, En Marche est en fuite. Alors reprenons. Manu va à la Réunion. Fort bien.
C'était à La Réunion, hein, c'était où il est allé en début de mois et où... Avec les photos? Ouais. Oui, oui, je crois que c'est vrai. Et il essaye de prendre contact avec la population, hein, à la Men in Black. Martien, je veux communiquer avec toi. Les braves gens, nos compatriotes l'ont reçu avec tous les égards dus à son rang. Qu'est-ce que tu fous là, dégage? Et donc il s'est dit, et c'est là où on voit quand même que le petit marquis est un tout petit peu trop poudré, il s'est dit, mais que vais-je faire? Et si j'allais voir des taulards? Bah oui, c'est une envie qui te prend souvent, coquinouve. Et il arrive tranquillement chez les repris de justesse en question. Il y en a un qui, de toute façon, ne va rien foutre et va être sur sa PlayStation tout le temps. Pourquoi pas, hein, de toute façon, de voir arriver la suite de Macron de jouer à House of Dead, c'est fait dans le même décor. Donc, si tu veux, il fait un gros câlinou à un repris de justice en dire tu vas pas refaire des bêtises, hein. Le jeune homme vient d'être condamné en fin de mois pour détention de stupes, c'est pas grave, hein. La réinsertion par le câlin, hein, la défense sociale en acte. Donc, et évidemment, il prend une photo qui incarne totalement la virilité présidentielle, et avec un zonard qui fait un geste de gang américain, parce que ça, c'est un geste de gang à la base, hein, je rappelle, pour ceux qui veulent voir d'où ça vient, qu'ils voient le très très bon film qui a un peu plus d'une vingtaine d'années, avec Sean Penn et Robert Duvall, qui est le film Colors, qui est l'un des premiers films sur la guerre des gangs à Los Angeles, et sur les fameux Bloods et Crips. Donc voilà, donc le brave Manu, il a réussi à provoquer Lear Donfray, qui a fait, je pense, le meilleur texte de sa carrière sur le doigt et le fondement, hein, il sera mis en incrustation. Alors, évidemment, les hyènes se sont attaqués à Michel, qui, pour le coup, reçoit la totalité de mon soutien, parce que le grand problème d'abaisser une fonction sacrée, comme celle du président, clé de voûte de nos institutions, dans la Constitution de la Ve République, le problème d'abaisser la fonction à sa personne, c'est que quand on est bien peu de choses, et qu'on rapetisse, on emporte la fonction avec soi. Donc, alors évidemment, les crétins, et parmi les crétins, parce qu'ils sont nombreux, décernons un prix à Marlène Schiappa, hein, la version conne d'Ovidie, qui a dit c'est parce qu'il a été pris en photo avec des noirs. Premièrement, c'est ignoble. C'est ignoble. Ils sont pas noirs. Non mais rien à foutre, c'est ignoble. Il est évident qu'un président de la République doit être pris avec la population. La seule chose, c'est qu'il y a suffisamment de braves gens à La Réunion sans aller chercher le taulard du coin. Non mais si tu veux, alors je sais que et l'affaire Benalla en a été une grande illustration, que quand on a une passion pour la racaille, ça lui sort par tous les pores de la peau. Mais là maintenant, faut quand même. Là, le mois horrible se continue. Parmi les 4 as qui étaient les 4 seuls à pouvoir a priori parler à Manu pour ne pas qu'il fonde complètement les boulons, il y a donc Colère, Ferrand, Castaner, sur lequel nous allons revenir, et Colomb éjecté. Hein, Papy est retourné soigner sa sénescence à Lyon en faisant un discours sur nous vivons séparés, demain nous vivrons face à face, hein, comme quoi Papy a lu Laurent Oberton, et François Hollande, hein, qui disait qu'on non mais ce qui prouve que ça ferait croire à la divinité, parce que pour que la lumière descende aussi bas, c'est qu'il y a bien un Dieu quelque part. Donc le grand problème, c'est que ces braves gens, idiots à un point qui n'est pas permis, ne se rendent pas compte que ce sont je le rappellerai, je le dirai jusqu'à en crever, ce sont les États faibles qui attirent la guerre civile. La guerre civile ne nous est pas promis. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se turlutent la nouille là-dessus. Moi j'ai vécu avec les Libanais, Maronites, j'ai vécu avec les Yougos,
mon épouse est khmer, j'ai des copains, à travers entre autres SOS Chrétiens d'Orient, qui ont œuvré en Syrie, et j'ai beaucoup de camarades qui ont servi en Ukraine. Côté père de famille du Donbass, hein, pas côté Nasbrock pro-européen. La guerre civile, généralement ceux qui la fantasment sont sous la table au premier coup de feu. Il faut quand même s'en rendre compte. Donc, la seule chose, c'est que, alors, le brave Colomb, bah, évidemment, vous ne pouvez pas faire une vraie politique pénale répressive avec l'Union européenne, etc., vu que là, c'est droits de l'homme obligatoire pour tout le monde. Donc, tu vas en bouffer, tu vas te faire élargir par inclusivité, c'est le cas de le dire. Et donc Colomb s'est dit, tant qu'à rien foutre, autant aller rien foutre à Lyon, parce que c'est une jolie ville, et je serai plus près de mon fromage, parce que je pense que tout c'est naissant qu'il est, comme Louis de Funès, vous êtes sort, tout à fait sort, quand il doit entendre quand même un petit bruit de tiroir-caisse, il doit pas tout à fait le prendre pour le gazouillement des oiseaux, même s'il est un peu sénescent, tu vois. Et donc, par qui l'avons-nous remplacé ? Nous eûmes Vidocq, nous avons Kéké, Castaner. Alors là, par contre, ça y est, on est en surface. Là, pour le coup, on tombera pas plus bas. Aurore Berger, ministre des Affaires étrangères. Bon, mais là, ça y est, là, plus que Kéké, non. Là, Castaner, pour le coup, je me disais que déjà faire interpréter Vidocq dans un film qui va sortir par Vincent Cassel, c'était de mauvais goût. Mais maintenant qu'on a Castaner, tout passe. Enfin, si tu veux, l'avantage, c'est que ça te rend tolérant. Même moi. Pourtant, c'était pas gagné à la base. Donc voilà, Castaner, ça veut dire que Macron n'a plus d'équipe. Les crétins de société civile type Hulot, etc. sont déjà barrés. Il n'a plus de lieutenant. Et là, le bunker n'est pas loin, alors que, vu que là, il est entre ses 4 conseillers principaux, je sais pas si tu te rends compte qu'il a donné à Castaner, parce que Castaner a dit « sinon je pars ». Ouais. Ça veut dire que Castaner part, tu le retiens. Tu te vois retenir Castaner, toi ? Il n'y a plus grand nombre. Et là, moi, Castaner, je le vois le pousser, et pas uniquement du haut de la falaise. Mais Castaner, ça veut dire que Macron n'a plus personne, que face à la situation, personne ne veut. Alors, il a gardé les équipes il a gardé évidemment les équipes de Colomb, mais qui en partie étaient des équipes de Casse-Vide, qui donc, pour une partie, sont donc les équipes de Valls. Mais si tu veux, le problème n'est pas que... Le problème, c'est à quoi bon occuper le ministère de l'Intérieur si celui-ci n'a plus de pouvoir. Et d'un côté, Emmanuel Macron illustre son européisme, c'est-à-dire que comme le gouvernement ne sert à rien, on peut mettre Kéké. Parce qu'avant tout, Castaner, c'est quoi ? Un ancien loupard dont, si la 5ème République était respectée, sa destinée serait d'être éternel capitaine de soirée et d'essayer de forniquer dans les buissons les nanas alcoolisées qu'il ramène chez elle. Point. Tu vois, si tu veux, le devenir de Kéké, c'est ça. Bon, maintenant, il peut être ministre, Kéké. C'est pas grave. Après tout, François Hollande a quitté le comité des fêtes de la mairie de Tulle et est devenu président. Bon, ah bah oui, l'absence de souveraineté anthropologiquement, ça se sent. Et donc, Macron dévisse complètement. Alors il raconte conneries sur conneries, etc. Il n'en peut plus de sa propre haine de classe. Maintenant, on est sûr que ça va mal finir. Maintenant, c'est certain. Je pense... Et donc, que veut Macron ? Macron veut... Quelle est la stratégie de survie d'Emmanuel Macron ? Faire en sorte que les affaires soient le grand débat des Européennes. Pour cela, il faut remettre en avant Marine Le Pen, profiter de l'effacement, l'auto-effacement de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire c'est un homme qui s'est auto-stabiloté. Si vous voulez, il y a un côté, si tu veux, l'homme invisible, mis à part qu'il a oublié comment on enlève la cape.
Tu vois, si tu veux, il est... Thomas. Non, mais il y a un côté extraordinaire chez Wauquiez. C'est-à-dire que là, par exemple, il va partir à la recherche de Juppé. Il veut rattraper Juppé. Tu vois, si tu veux, enfin, il y a que dans les mauvais films où des mecs sont assez cons quand la momie s'est tirée de son sarcophage pour essayer de la ramener. Tu fais le tour des EHPAD. Tu vois, si tu veux, il faut ramener Juppé. Son parti est en train de s'effondrer. Le peuple de droite, à tel point, trouve les yeux doux à Marion Maréchal, ce qui est facile. Elle est dans la métapolitique, pas dans la politique. Si tu veux, elle a des attraits, et le peuple de droite n'a pas d'idée. Donc voilà, elle a des attraits, des appâts. Le peuple de droite ne demande que ça, plus le fait de détester la gauche. Bon, hein, c'est... Et après, ça devient de parler d'identité, tu vois. Si tu veux, je suis homme parce que je ne suis pas cafetière. Tu vois, donc... et ces gens-là viennent te dire sur la France, etc., tu parles. Donc, le problème, c'est que Marion ne reviendra pas tout de suite. Elle reviendra certainement après les européennes ou après l'échec de sa tendance aux prochaines présidentielles. Donc, il faut remettre en avant coûte que coûte le Rassemblement national, et il faut surtout frapper Mélenchon avec cette fameuse affaire de Perquise, où Mélenchon a très bien joué au début avec son Facebook Live. Je pense que le fait de gueuler sur les flics pendant la Perquise était un peu too much. Il y en a qui ont aussi dit que son appartement était un peu trop bien aménagé pour un représentant de la cause du peuple. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime ? Il a 40 ans de vie politique derrière lui. S'il n'a pas été capable de mettre de côté 3 francs 6 sous, et puis je vais te dire une chose. Comme disait Pierre Desproges, Thierry Leluron imitant Jacques Brel, faut pas jouer les pauvres quand on est plein de sous. Je rappelle que la femme Fabius, quand il a été nommé à Matignon, elle arrivait en 2 chevaux Charleston, alors que dans le jardin des Fabius, il y avait une Ferrari. D'accord ? Ça, c'est pire. C'est bien pire. En plus, ça sent quand même la persécution judiciaire. Je rappelle que la France insoumise a 3 députés au Parlement européen. Donc si jamais il y a eu 2-3, un peu de fric qui est tombé de la table, ça représente pas grand-chose. Je rappelle que la perquise peut se faire à tout moment de la journée. Et que quand vous perquisitionnez un lieu vide, il suffit d'appeler le propriétaire. Vous croyez sincèrement que les forces de l'ordre ne savent pas où trouver Jean-Luc Mélenchon ? Tout ceci a été fait, et je comprends les hurlements de Mélenchon. Parce que Mélenchon a réagi comme un justiciable. Quand est-ce qu'il a hurlé ? Il a hurlé sur « Est-ce qu'il y a un PV ?» Non, il s'est mis à hurler. Mais les nouvelles lois passées par Macron du parquet financier font que vous n'avez pas à faire de PV dans une perquise. Il faut savoir que la perquise est quelque chose d'horrible pour quelqu'un qui la vit. On viole votre intimité, vos enfants sont en train de dormir, ils se sont réveillés par les flics, etc. Je dis ses enfants en l'occurrence. Comment ? Là, c'était pas ses enfants en l'occurrence. Non mais quand bien même c'était sa nana, on lui reproche quoi ? On dit elle a été facturée 12 000 €. Alors 12 000 € avec une prestation, avec impôt plus TVA. En tout, elle a été facturée 4 000 € par mois pour la campagne électorale qui est la plus lourde que Mélenchon ait fait de sa vie. Il a fait la plus belle campagne de 2017. Je ne le défends pas, je fais un constat. La seule chose, c'est qu'il fallait mettre une affaire Mélenchon pour faire le parallèle de l'affaire Le Pen. Donc pendant les européennes, on va pas parler du débat, on va parler des affaires. Voilà la stratégie d'Emmanuel Macron. Et donc ça va être moi ou les populistes qui s'en mettent plein les poches. Je rappelle que moi je n'ai absolument rien. Si Mélenchon doit être condamné, qu'il soit condamné. Si Le Pen doit être condamnée, qu'elle soit condamnée. Mais je rappelle que tant pour l'affaire Benalla que pour les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, on attend toujours les éléments d'enquête. La stratégie de survie d'En Marche, ça va être ça. Pourquoi ? Parce qu'En Marche, il faut que vous le sachiez, est un groupe qui est en train de se refracturer entre une aile droite et une aile gauche. Donc il faut faire revenir le bipartisme. Il faut éviter l'alliance souverainiste, l'alliance populiste. Donc il faut aiguiser, la droite et la gauche. D'où la promotion hors norme qu'ont en ce moment François Ruffin et Marion Maréchal Le Pen. C'est-à-dire des gens qui ne pourront jamais faire une alliance de classe. Bon.
c'est clair comme de l'eau de roche. Alors vous me direz, dans ce cadre-là, quelle stratégie pour les souverainistes, pour les européennes? Vous en avez 3. Soit vous essayez de mettre en avant des tendances souverainistes au sein de partis qui auraient votre préférence quand ils n'ont que des tendances. Rassemblement national, France insoumise. Bon, très bien. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous voulez que le Frexit pur et dur se renforce. Donc, vous votez Patriote ou UPR. Bon. Vu la médiatisation méritée qu'a enfin reçu l'UPR suite à son université d'été, où elle a reçu quand même des sommités comme Emmanuel Todd et d'autres, l'UPR est bien parti, et d'ailleurs ce serait que justice, parce que ça a été... Ils ont combattu dans le désert pour ça. Après, vous avez une dernière option, qui est de faire monter Nicolas Dupont-Aignan pour, disons, casser la dynamique du Rassemblement national pour éviter d'avoir Marine Le Pen face à Macron, deuxième tour, et donc réélection mécanique de Macron. Je n'ai pas à vous dire quoi voter, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Vous avez ces 3 options, à vous de les réfléchir, vous êtes de les faire mariner, vous êtes de grands garçons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si Nicolas Dupont-Aignan passe de 7 à 10, ce qui est tout à fait possible, vu que là par exemple il vient d'avoir un semi-ralliement qui est celui de Sylvie Godin, qui n'est pas tout à fait n'importe qui dans la galaxie de l'ancien Front National. Si Nicolas Dupont-Aignan dépasse 10, premièrement, Wauquiez est en grand danger. Parce que Wauquiez, c'est très simple. Wauquiez va utiliser son arme secrète pour les européennes. Il va utiliser Morano. Ah bah... bon. Voilà, hein, quand, tu sais, quand t'as vidé l'armurerie, on passe aux armes blanches. Hein. Bon. Donc, en plus... Ah bah le gros problème, c'est qu'en plus, les 2 têtes de liste, a priori à LR, ce serait Philippe Juvin, qui est un européiste à crever la gueule ouverte, et de l'autre, alors le pire du pire, c'est si c'est Michel Barnier. Hein, mais je le rappelle, hein, quoi que ce soit en termes de suspension de l'ordre légal, personne ne touche à Barnier. Il est à moi. Personne n'y touche. On a beaucoup de choses à s'expliquer avec Michou. Mais, alors si c'est Michel Barnier, c'est une catastrophe. Il ne peut pas mettre la Castafiore tête de liste. Enfin, il peut faire tout ce qu'il veut, vu la descente qui est la sienne. Mais la Castafiore tête de liste, c'est suicidaire. On parle même, Brice Hortefeux essaierait de lui ramener Émeric Choprade. Pour vous dire que la liste UMP, ça va pas être, enfin, républicain, enfin, ce syndic de faillite, ce que vous voulez, ça va quand même pas être baisant. Donc, si vous voulez, Philippe Juvin ou alors Wauquiez essaye de débaucher quelqu'un, s'il était intelligent, il essaierait de débaucher quelqu'un venant de la droite dure, de reprendre un Mariani, etc., que sais-je. Non, il va courir après Juppé. Or, et c'est là aussi où l'union des droites est une vaste escroquerie, le déversoir naturel de la droite d'argent, c'est En Marche. Courir après Juppé est suicidaire. Mais d'un côté, je pense que maintenant, Wauquiez, il est dans la nasse. Hein, je le vois pas rebondir à quelconque... je le vois pas rebondir du tout. Les européennes, souvent, c'est le moment de sortir un outsider. Ça peut tout à fait être François Asselineau. Après, il faut que vous voyiez une chose. Si NDA dépasse 10, 1, Wauquiez est en danger. 2, vous vous retrouvez dans une configuration que vous connaissez déjà, qui est la configuration Le Pen-Villiers. Et là, ce sera Le Pen Dupont-Aignan. Ce qui veut dire que le premier que ça avantagera temporairement, c'est Macron. Attention, je ne suis pas du tout en train de médire ou de déjuger les hommes d'NDA. NDA fait une très bonne campagne, il a une dynamique de rassemblement. Moi, je lui souhaite tout le courage possible et tous les bons résultats possibles. J'ai toujours montré, je pense, le plus grand respect. Rappelez-vous de l'affaire Dominique Jamais, hein, j'étais l'un des seuls à le défendre ce cas-là. La seule chose, c'est Macron va en profiter temporairement. Après, ça va positionner pour 2022. Au choix. Donc,
Maintenant, démerdons ziziche, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais, voyez, en connaissance de cause. Voilà. Je crois que vous vouliez aussi faire un point sur le mouvement du 17 novembre concernant le prix de l'essence. Le mouvement du 17 novembre, je le soutiens, à titre personnel. Parce qu'aujourd'hui, vu que Macron va en terminer, nous en parlons dans la partie politique extérieure, je pense que Macron va en terminer définitivement avec la France. Lui et les siens veulent que ça aille vite parce qu'ils savent que la course à la mort est lancée maintenant entre les nations et l'UE. Donc, tout acte de défense populaire qui pourra avoir lieu contre Macron est un acte que je soutiens. Très bien, on va finir rapidement la politique intérieure. Je crois que vous vouliez faire un point sur la condition animale. Alors, pourquoi? Pour deux raisons. Comment je vais vous dire ça? C'est un sujet qui prend de l'ampleur. Hein. Vous avez eu, premièrement, vous avez le phénomène des éco-warriors, c'est-à-dire de plus en plus d'actes violents, écologistes ou animalistes. Restons sur le cas des animalistes. Deuxièmement, vous avez les fameuses attaques. Je crois qu'un abattoir a été incendié. Vous avez des attaques contre les boucheries, contre les fromageries, il faut le savoir. Et je pense que ces gens-là, je vais paraphraser Senghor. Senghor disait les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Je pense qu'une partie des animalistes l'est aussi, et pour une raison qu'Alain Finkielkraut avait, ce qui est assez souvent chez le personnage, extrêmement bien analysé en rappelant ce que Jules Michelet appelait pendant la terreur la furie de la pitié. C'est-à-dire que parce que on prend l'animal qui est à notre merci, comme dit Kundera, qui est à la merci de notre civilisation en pitié, on pense qu'on peut développer une violence sans nom pour protéger l'animal. Bon. À titre personnel, je le dis très sincèrement, quand j'étais gamin, il y avait deux choses qui m'intéressaient, l'IRA et la défense, non, les éléphants dans mon cas. C'était comment se débarrasser du braconnage, et donc je pensais que le mieux c'était une organisation terroriste de défense de la nature. Bon, ça va, j'avais 5-6 ans. Hein. J'avais des passions bizarres à 5-6 ans, je me rends compte du fait de les énoncer. C'est assez sain d'aimer les animaux. Non mais enfin, si vous voulez, il est évident, et là-dessus, vraiment, il y avait un article dans Valeurs Actuelles de Finkielkraut là-dessus qui était très très bien. La nécessité du monde commun avec les animaux d'être repensé dans le grand changement civilisationnel, écologique et stratégique que nous devons, et cosmologique au sens strict du terme, que nous devons impulser. Le problème, c'est que les végans sont en train de tout foutre en l'air. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont mauvais cœur, c'est pas ça le problème. C'est que eux ne sont pas dans une dynamique cosmique vis-à-vis de l'environnement. Ils sont dans une dynamique humaniste, c'est-à-dire maître et possesseur de la nature, et comme je suis maître et possesseur, avant je voulais détruire, maintenant je veux casser la gueule du boucher, mais je suis toujours dans la position surplombante. Je ne suis pas dans la position d'un être au milieu du cosmos qui a besoin que l'animal vive, tout comme de la plante vive. Pourquoi? Parce que si la vie disparaît, je disparaîtrai avec elle. Je ne suis pas en train de m'en prendre aux végans. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils se desservent en attaquant des pauvres gens qui vivent à travers leur boucherie. Et surtout, et il faut quand même le savoir, si l'élevage intensif, si l'élevage s'arrête d'un coup, eh bien, on ne fera plus naître d'animaux. Et oui, vous n'allez pas voir, c'est pas vrai, des défilés de porcelets libres dans les rues de Paris. C'est pas vrai. Ce que disait Finkielkraut d'ailleurs. Tout à fait. Or, le grand problème, c'est de revenir à l'élevage fermier. C'est évidemment, alors par contre, attention, c'est évidemment d'aller vers le mieux. Le mieux, c'est, par exemple, de laisser la corrida tomber en désuétude, pas de l'interdire, mais de ne pas la subventionner sur fonds publics, et elle disparaîtra d'elle-même. C'est de donner aux Français une culture de l'arme qui ne passe pas par l'obligation du permis de chasse. C'est d'interdire certaines chasses barbares. La chasse à courre est quelque chose d'ignoble.
quelque chose qui est beaucoup moins connu, la vénérie souterraine, c'est-à-dire le fait d'envoyer un petit Jack Russell, c'est tout mignon, avec sa tache sur dans un terrier pour qu'il attrape un blaireau, qui est un animal qui est incapable de faire du mal à qui que ce soit, sauf si tu l'emmerdes, et de déterrer le tout, ce qui au passage, éboulement, le chien y reste, et de traquer un animal sous terre. Pourquoi faire? Et après de laisser le cadavre du blaireau là, parce que je rappelle que la viande du blaireau ne se mange pas. C'est gratuit, c'est barbare. À la rigueur, je suis désolé, comme disait Hemingway, la seule vraie chasse, c'est la chasse à l'homme. Hein? Parce que c'est l'animal qui se défend. À la rigueur, la chasse sous-marine. Parce que va chercher un animal dans son habitat, et surtout, tu peux avoir de mauvaises rencontres. Quand tu es près des côtes, la murène. Quand tu es dans l'eau, même dans des eaux froides comme la Manche, le congre. Bah, tu te frites avec un congre, bon courage, parce qu'en frontal, c'est pas l'homme qui gagne. Donc, là, à la rigueur, pourquoi pas? Mais moi, les mecs qui se la jouent raant et qui tuent des blaireaux avec du plomb pour tuer les fauves, si tu veux, il y a un problème de... Tu vois, hein, n'est-ce pas, hein, donc, si tu veux, alors après on me dit oui mais les chasseurs sont les régulateurs, moi je suis désolé, aujourd'hui on tue le renard, moi je suis bien placé pour le savoir, quelqu'un qui est très cher à mon cœur est atteint d'une forme rare et grave de la maladie de Lyme, aujourd'hui Lyme qui est aujourd'hui une épidémie, eh bien nous n'avons trouvé que le renard pour nous en débarrasser. Donc à chaque fois que vous tuez un renard, vous menacez la vie de X dizaines d'êtres humains, faut le savoir. Tout ça pour, pardonnez-moi, un plaisir douteux. Un plaisir douteux. Alors on me dit, oui mais tuer est un plaisir, là c'est un de chasse, mais là j'ai rien contre. Tirez-vous dessus. C'est le Battle Royale. Le Battle Royale. C'est Dieu. Et c'est pour ça, donner aux Français une culture de l'arme, une culture virilisante sans problème, qui ne passe pas par un acte qui est de vider des armes de guerre sur des lapins, non mais... Et là, aujourd'hui, évidemment, les députés En Marche, parce que Thierry Coste, le brave démocrate lobbyiste, est derrière. Et si on interdisait le VTT pendant 2 mois de chasse? Oui, ça c'était fort, ça. Là, si tu veux, surface. Donc, je n'ai rien contre le droit de chasse, là encore. Je sais que énormément de Français ne passent le permis de chasse que pour avoir une arme. Eh bien, laissons les Français s'armer, donnons-leur la responsabilité de la culture de l'arme. Les Suisses le font, on n'est pas plus cons que le coucou cloque, bordel de Dieu. Si. T'es dur. Non mais jusque sous le général de Gaulle, tu pouvais acheter un calibre 38 chez ton marchand de journaux quasiment. Donc on a désarmé les Français en même temps qu'on les a abrutis. Et je suis désolé, alors après on me dit ça va déchaîner l'ultraviolence. C'est pas vrai. Prenez... les États-Unis et le Canada ont le même pourcentage, je ne dis pas en valeur, je dis en volume, je dis en pourcentage, de possesseurs d'armes. Le taux d'homicide au Canada est 5 fois à 6 fois moindre. Si mes souvenirs sont bons, on est à peu près dans ces eaux-là, c'est à vérifier. Mais au moins 5 fois, au moins 4 fois. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les armes ne tuent pas toutes seules. Alors je sais qu'aujourd'hui on a des camions fous, on a des couteaux, des couteaux automoteurs et des calibres qui font des déséquilibrés. Mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Bon, donc il faut aller vers le mieux de la condition animale sans... ce que je dis à certains, particulièrement les végans, quand ils s'attaquent à des pauvres bouchers, des pauvres artisans, vous faites du mal à vos idées. Et comme je les partage en partie, vous faites du mal aussi aux miennes. Je le dis sincèrement parce que je pense, moi je suis, ça choque beaucoup, mais moi je pense que de manière étatiste, nous pouvons réensauvager une partie du territoire français, c'est-à-dire le rendre à la nature, parce que ce sont des territoires vides, etc. Tout ça fait partie de la civilisation que nous devons recréer. Mais pour ça, il faut éviter les hystériques, c'est-à-dire éviter le mec qui vient dire, vous savez, quand je tue un petit chevreuil, j'en ai entendu un, genre à étrangler sur Europe 1, vous savez, quand je tue un petit chevreuil, que je lui fous un truc dans la bouche, en le regardant crever, je suis très content. Hein, et je fais ça par amour de la nature. Ah bah, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Mais l'autre qui dit...
toi, connard de charcutier, tu fais un camp de concentration, t'es un Waffen-SS. Enfin, si tu veux, le Waffen-SS cochonou, quoi. À un moment, faut arrêter de fumer. Voilà, c'était les points que je voulais... Très bien. Bah, écoutez, on passe à la partie politique extérieure, avec un point sur la francophonie, puisqu'on vient de sortir chez Perspective Libre un point sur la francophonie. Alors, on ira, à mon avis, plus en détail dans l'entretien du mois prochain sur les données de la francophonie. De toute façon, je vais faire une conférence de présentation à un moment. Mais ce que vous devez voir, c'est que Emmanuel Macron a mis à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, quelqu'un qui lui a été soufflé par le boucher des Grands Lacs, M. Paul Kagame. Alors, pourquoi mettre à la tête de la francophonie quelque chose que Macron déteste, la francophonie, parce que des peuples veuillent parler le français. Je rappelle que la langue française va pas si mal que ça. Hein. Entre les deux sommets de la francophonie, qui je crois ont été séparés de 5 ans, vu que le mandat de l'OIF c'est 4 ans. Hein. Moi j'ai eu l'immense honneur de croiser Abdou Diouf, qui est un très grand monsieur, qui était l'avant-dernier, l'avant-dernier secrétaire général. La langue française a gagné 30 millions de locuteurs. Il n'y a pas à pleurer. Alors qu'on s'en occupe pas, on fait rien. La francophonie se frappe. N'oubliez jamais que la francophonie, c'est pas le Commonwealth. Le Commonwealth a été imposé par les Britanniques quand ils sont partis. Nous, c'est Senghor, c'est venu... La francophonie est venue d'Amérique latine, elle est venue d'Afrique surtout, elle est venue d'Amérique latine, elle est venue d'Asie. Ce sont ceux qui parlaient français qui nous ont dit on va faire la francophonie, la France n'en voulait pas. Parce que la honte de soi, la haine de soi, et puis se replier sur l'Europe, parce que c'est bien l'Europe, et puis tout le monde nous aime en Europe, hein, il y a vol. Mais la francophonie va bien, même si on essaye de la torpiller. Alors pourquoi aller chercher une femme qui est issue d'un pays qui a combattu la langue française, qui a rétabli, qui est passé du français à l'anglais, et d'un chef d'État qui est un tyran, et qui est le boucher de l'Afrique des Grands Lacs, et qui accuse la France de génocide. Je renvoie là-dessus à toute l'historiographie, maintenant tout est très clair, des anciens proches de Kagame, des gens comme Jean-Marie Vianney Nagaji Emana, comme mon ami Charles Nana, ou comme mon camarade Patrick Mbeko. Aujourd'hui, mis à part l'agent francophobe Edoui Plenel, dont Mélenchon s'est enfin rendu compte de la nocivité, merci Jean-Luc, Edoui Plenel, même du pied gauche, ne portera jamais bonheur. Or, il n'y a que, mis à part Edoui Plenel, tout le monde s'est rendu compte de qui était Paul Kagame, un boucher. Et en réalité, Macron, parce qu'il est foncièrement atlantiste, va à 4 pattes, derrière, devant Kagame, va à Canossa, ça lui fait humilier l'armée française, hein, parce que bon, lui, que des fils de prolos veuillent se battre pour leur pays, vous imaginez bien l'horreur que ça doit lui mettre. Je dirais pas que ça le met en sueur, parce qu'il y a d'autres choses qui le mettent en sueur. Mais, donc voilà, et évidemment, c'est un coup de couteau dans le dos de l'Organisation internationale de la francophonie, mais ce n'est pas grave, la francophonie économique se structure néanmoins. Il est vrai que, comme on s'en occupe pas, le français recule en dehors d'Afrique, mais il y a une demande de français, particulièrement en Asie. Vous voyez par exemple, je vous donnerai qu'un seul chiffre, le français, l'une des langues les plus demandées, au Japon comme en Corée. Pourquoi ? Parce que c'est la langue du savoir-vivre. La seule chose, si vous voulez, c'est... Pourquoi vous voulez que des gens qui continuent à nous aimer, alors que nous, on se déteste, ils veulent néanmoins apprendre notre langue, et ben nous, pour être bien sûr qu'ils le font pas, on ferme les alliances françaises à l'étranger. Hein ? Et on les oriente vers l'Institut Goethe. Alors que... non mais le pire c'est vrai. Donc voilà, donc si vous voulez, Emmanuel Macron est, comme je vous dis, il est en roue libre. Le petit veut en terminer avec le pays, je pense que c'est assez clair, parce que, voilà, il est... alors, ces hommes ont chialé là dans la presse et ont dit il a pris cher. Pas assez. Très bien. Bah, écoutez, on passe aux États-Unis avec les élections mid-term qui sont en train de se préparer, et avec du coup les enjeux de ces élections. Ah bah c'est très simple.
Pour le cosmopolitisme international, donc les amis de Madame Clinton et les eurocrates, Trump doit perdre lourdement. Trump ne perdra pas lourdement. De toute évidence, il peut même conserver le Sénat, et même s'il perd, c'est quand même assez fréquent qu'un président en exercice perde les midterms. C'est même la quasi-loi du genre. Or, imaginez alors, s'il les gagne, ne vous promenez pas à Bruxelles le lendemain. Il y a des mecs qui vont vous tomber dessus depuis le 3e étage. Mais je dis pas que je suis pas mécontent qu'ils s'écrasent au sol comme des merdes, mais juste qu'ils vous tombent pas dessus. Hein. Comme disait le docteur Jekyll, quand un avion s'écrase dans le monde, c'est sur mes pompes. Or, Trump ne perdra pas lourdement. Donc, ce qui veut dire que ses chances d'être réélu sont réelles. Ça veut dire, là il y a eu un chiffre qui a fait mal, mais mal, c'est près de 40% d'opinion positive chez les Noirs, c'est-à-dire chez des gens qu'on a obsédés chez Trump. Je pense que chez les Latinos on aurait des chiffres peut-être un peu moindres, mais néanmoins existants pour les mêmes raisons. Il a fait repartir l'emploi. Le salaire moyen américain augmente, ce qu'il n'a pas fait depuis quasiment Gerald Ford. Bon, alors il est mal coiffé, il pue de la gueule... il fait des blagues de cul. Il fait des blagues de cul. Alors, et là, évidemment, il a dit « je suis nationaliste ». Bon, moi aussi, je suis nationaliste. Et là, évidemment, alors là, le Parlement européen, machin, toc. Alors, si vous voulez, quand des chleux viennent dire à un mec qui dit « je suis nationaliste », t'es un nazi, tu dis « moi, j'ai pas un échantillon sur moi, Bertha, ferme ta gueule ». Donc, si vous voulez, c'est intrinsèquement sain d'être nationaliste. Parce que quand tu n'es pas nationaliste, qu'est-ce que tu es? Un con. Non, faut pas... Non, tu es dans cette vision qui n'est pas grecque du cosmopolitisme, c'est-à-dire que tu es dans la vision du colon, c'est-à-dire que toi, tu es partout chez toi, parce qu'un pays, c'est un hôtel, pour paraphraser un vendeur de friperie dont je ne me rappelle pas le nom à l'instant T, mais, mais qui lui-même est en train de revenir de sa friperie d'ailleurs, sur ce dossier-là. Or, si tu veux, c'est intrinsèquement ça. Pourquoi? Parce que, comme disait Régis Debray dans cet ouvrage magnifique Éloge des frontières, la relativité des frontières, c'est la relativité des valeurs. On n'est pas partout chez soi. Donc, Trump alors vous me direz... il y a des trucs à côté. Alors il y a eu cette tuerie ignoble d'un mec a priori extrême droite, d'après ce qu'on sait, je sais pas si c'est confirmé ou pas, alors on parle, mais a priori qui a tué 11 personnes dans une synagogue. Et ça, je me rappelle de France Info qui a titré tout de suite, à la seconde où on l'a su, Trump doit-il s'excuser? Alors Trump a dit, bon, il faut la peine de mort pour ce type-là, ce que je pense aussi, je vois pas du tout le rapport avec Trump. Un taré néo-nazi antisémite a tué des gens, bon, il doit payer pour ça, je vois pas le rapport avec l'électorat républicain de base. Bon. Donc, tout sera bon pour lui nuire, mais je pense sans succès. Je ne pense pas qu'il irait jusqu'à les gagner. S'il les gagne, c'est une catastrophe pour le camp démocrate. Hein. Ça veut dire que là, il s'effondre. Parce que c'est très simple. Hein. Il n'y a que des outsiders, type Gerbhardt, tous ces gens-là, bon, je dis pas Sanders, hein, Sanders il est aux fraises, mais qui peuvent relever le Parti démocrate. Jamais l'establishment démocrate ne laissera faire ça. Donc, ils peuvent aller vers une défaite annoncée. On vous demande également un point sur l'Allemagne, puisque Merkel a perdu les élections... en S, je crois. Oui, c'est ça, en matière et en S. Donc, du coup, quel avenir pour la chancelière? Alors, les rumeurs qui nous viennent de Berlin, vu à la date où nous enregistrons, il y a de fortes rumeurs comme quoi elle ne se représenterait pas à la tête de la CDU, mais à l'instant T, c'est pas confirmé. Donc, le gros problème, si vous voulez, c'est que c'est l'équivalent de l'attentat du 20 juillet 1944. C'est-à-dire que le germanisme a tenté ce jour-là de changer de visage, mais pas de changer de nature. Là, c'est la même chose. Si vous voulez, c'est pas la tête sous le casque qui importe, c'est la pointe.
Ensuite, que le SPD, qui évidemment va finir par casser la coalition, parce que là je me rappelle plus combien ils perdent, et je crois que c'est près de plus de 10 points. S'ils perdent 10 points à chaque élection, bon, ils vont commencer par se poser des questions. Parce qu'ils vont se faire bouffer par les Grünen. Hein. Bon, alors les Grünen, au passage, sont encore plus pan-germanistes que les autres. Hein. Les prenez pas pour ce qu'ils sont pas. Il n'y a pas de non-pan-germanistes en Allemagne. Vous n'avez pas d'amis là-bas. Arrêtez. Quant à Alternative für Deutschland, ce n'est pas un parti populiste, c'est un parti extrémiste. Donc, ça va mal se finir. Le gros problème, c'est que l'Allemagne, blessée, que va-t-elle faire? Elle va demander ce qu'elle est en train de faire. Il y aurait eu le 20 octobre une réunion, ça nous avons su ça par Paul-Marie Couteau, donc c'est à prendre avec des pincettes, une réunion comme quoi nous allions co-gérer notre force de frappe avec l'Allemagne, et l'Allemagne veut co-gérer également notre siège au Conseil de sécurité. C'est de la haute trahison. Tous les fonctionnaires civils et militaires qui ont participé à ça devront faire un stage de rééducation auprès des droits communs et de nos chances pour la France poussées et de longue durée. Ensuite, il faut que vous sachiez une chose, on ne désapprend pas une arme. Qui maîtrise l'arme atomique la maîtrisera à vie. Le gros problème, c'est qu'on ne va pas leur donner la bombe, ça n'a pas de sens. Ça veut dire d'éviter nos missiles et les transférer là-bas. Enfin, nos missiles, ils sont sur porteurs d'engins, donc ils sont dans nos sous-marins. Donc ça veut dire de leur donner des sous-marins, on n'en est quand même pas là, et de verrouiller au cric le QG atomique qui est sous l'Elysée, de le transférer sous le Bundestag. On va arrêter les conneries. Par contre, on va leur donner certainement les process, c'est-à-dire qu'on va leur donner le détail de notre doctrine atomique. Ce qu'un gouvernement national devra changer la première semaine où il arrivera. Quant au siège de sécurité, même chose. On va aller demander à Gunther ce qu'il pense. Hein. Est-ce que Gunther a des avis en termes de droits de l'homme? Hein. Il les a appris à Nuremberg. Bon. Le seul problème, c'est que pour que l'Allemagne prenne notre siège et nous détruise définitivement, ce qui est son but, eh bien, il faudrait réviser la charte de San Francisco, et ça, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie s'y opposeront pour une raison, c'est que si l'Allemagne entre, elle ne peut pas entrer toute seule, donc ça veut dire l'Inde, et ça, les Chinois, c'est niet, ça veut dire une puissance africaine, ça veut dire le Brésil, et le Brésil, c'est un pays qui est chancelant, on va le voir tout de suite, donc les Américains diront niet, etc., etc. Donc l'Allemagne, c'est très simple, ce qui va prendre la place de Merkel, peu importe ce que c'est, va vendre à l'opinion allemande notre peau, ou la peau des pays latins, pour essayer d'arrêter l'hémorragie vers les partis d'extrême droite ou les Grünen. Alors il y a un lien avec le sujet du coup précédent, on vous demande, c'est un internaute qui vous pose la question, l'Europe de la défense est-elle une histoire belge? Alors, tout le monde dit, oh, les salauds de Belges, ils nous ont pas acheté les Rafales, ils ont acheté des F-35, hein, mais c'est évident. Hein, je rappelle que l'Europe de la défense, ça se fait à format haute, ça se fait par l'universalisation par l'universalisation des calibres et des dispositions OTAN, par exemple le 7,62 comme calibre par exemple. Donc c'est tout à fait normal que les gens préfèrent acheter américain, tout à fait normal, mais j'irai même plus loin. Si tu veux, nos sympathiques géopolitologues du spéculoos n'ont pas seulement, ils n'ont pas trahi l'Europe de la défense, ils ont illustré l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, c'est d'acheter américain et à terme de détruire le seul pays qui peut avoir toutes les filières d'armes, qui est la France. L'Europe de la défense est fait pour nous tuer. À titre personnel, je suis très content. Donc merci nos amis spéculosiens d'avoir illustré par cette histoire belge l'Europe de la défense. On vous demande également de faire un point sur l'avenir de l'Italie et sur l'Arabie Saoudite. Alors, il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Je vais commencer par l'Arabie Saoudite parce que c'est plus court. Alors, on nous dit qu'il ne faut pas vendre des armes, ça c'est lié au sujet précédent, à l'Arabie Saoudite. Donc,
alors que là, ce qui s'est passé avec l'exécution de ce journaliste, je vois pas le rapport avec les ventes d'armes, parce que, ou alors on interdit Bricorama en Arabie Saoudite, parce que il a été dépecé à la scie, quoi, donc si tu veux, c'est l'assassinat Monsieur Bricolage. Bon, donc, alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? MBS, ce journaliste est certainement frère musulman. Il faut que vous voyez que ça s'est passé en Turquie, c'est quelqu'un qui est soutenu par Erdogan, et il faut que vous compreniez l'intelligence de la confrérie. La confrérie a mis une partie de ces hommes dans les journalistes ou dans les militants des droits de l'homme. Pourquoi? C'est que s'ils attirent la répression par leurs activités d'islamisation, eh bien, évidemment, ils vont hurler aux droits de l'homme quand vous les touchez. Et également sur les humanitaires, c'est les fameux djihad humanitaires, qui est célèbre depuis à peu près une trentaine d'années. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc ils l'ont. Alors au lieu de se dire un truc tout con, nous sommes sur le territoire saoudien, vu que c'était dans l'ambassade d'Arabie Saoudite ou dans le consulat d'Arabie Saoudite, à Ankara. À Ankara ou à Istanbul, qu'il a été tué. À Ankara, je crois. Bon, à vérifier. Au lieu de se dire, on va l'assommer, on va le mettre dans la valise diplomatique et on va le ramener là-bas par avion privé. Non. Le bédouin veut faire plaisir à son patron. Donc, Monsieur Bricolage. Bon, on va faire une guirlande avec les boyaux pour Halloween, tout ça. Le manque de bol, bon, alors vous avez le consul qui est pris en vidéo en disant « allez faire ça ailleurs », c'est-à-dire pas sur mon tapis. Et donc, je pense qu'ils ont voulu vraiment faire plaisir à MBS, parce qu'il y a un des conseillers d'MBS qui regardait tout tout en Skype. La musique aussi, je crois. Ah oui, ils l'ont dépioté sur... ils l'ont dépioté sur... Alors que je rappelle, la charia classique interdit la musique. Donc d'un côté, vous voyez, c'est ça l'ouverture MBS. Il est progressiste, cet homme, à sa manière. Maintenant, on peut dépioter les mecs sur Hakuna Matata. Donc, en rythme. Cette affaire illustre... Alors les mecs disent... C'est horrible, la brutalité d'MBS, on n'aurait pas cru. Alors, il est évident que le royaume d'Arabie Saoudite, je vous le rappelle quand même, c'est que l'amputation croisée, la lapidation, peine de mort participative et inclusive, et la décapitation sont à peu près les seules sorties du coin. Donc c'est un Daesh qui a réussi. C'est Pierre Conessa qui avait dit ça, c'est pas faux. Historiquement, pardonnez-moi, c'est pas faux. Donc, de me dire... Ah ouais, vous savez, MBS, on croyait pas qu'il était méchant. Je rappelle que ce si sympathique et sémillant jeune homme a fait une accumulation primaire du capital dans son pays, c'est-à-dire qu'il a levé l'impôt pour la première fois, c'est-à-dire qu'il a fait embastiller ses cousins et les a fait torturer par les SMP, Sociétés militaires privées américaines, et particulièrement par Académie. Je n'ai rien contre le procédé, c'est chez lui, je respecte la souveraineté saoudienne, c'est pas du tout le problème. Je dis juste que moi, je ne suis pas surpris par la brutalité de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, cette affaire aura-t-elle des conséquences? Je pense que MBS est allé trop loin. Je rappelle qu'il a bousculé une gérontocratie et que ça peut être extrêmement dangereux, car je rappelle que cet homme qui est en guerre au Yémen, qui est en guerre en Syrie, le Moyen-Orient peut s'embraser si l'Arabie Saoudite tombe. En plus, l'Arabie Saoudite a certainement payé la Turquie pour que cette affaire commence à se tasser, car n'oubliez pas que partout où MBS, pour donner des gages aux Occidentaux, dans la guerre qu'il oppose à l'Iran, a abandonné par exemple les mosquées wahhabites, ça se voit très bien à Bruxelles, ce sont les Turcs qui ont pris la place. Sur l'Italie, c'est très simple. Pour la première fois, Bruxelles a rejeté, c'est-à-dire que Bruxelles va à l'épreuve de force alors que les Italiens voulaient se coucher. Bruxelles va à l'épreuve de force. Comment ça va se terminer, très difficile à dire. Je l'avais expliqué un peu ailleurs, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'affoler les marchés pour réduire la capacité de manœuvre de Salvini, faire exploser la coalition et remettre un homme à eux. Au passage, il y a un député italien qui a écrasé les notes de Moscovici avec sa godasse. Je condamne cet acte imbécile.
Quand on a une godasse, quand on a Moscovici, c'est dans la gueule de Moscovici qu'on écrase la godasse. Ça ne sert à rien d'écraser les notes, hein, quand on a la chance de pouvoir écraser Moscovici. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je pense malheureusement que 5 étoiles veut caler. Le problème, c'est que les eurocrates, et c'est là où on voit la folie germanique, iront jusqu'au bout parce qu'eux, ils veulent mettre l'Italie à genoux. On vous demande également de faire un point sur l'élection qui a eu lieu hier au Brésil, avec le candidat d'extrême droite, qualifié extrême droite par les médias. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Alors, premièrement, déjà, moi, si vous voulez, je respecte totalement la souveraineté du peuple brésilien. Donc je n'ai ni à applaudir, ni à maudire cet homme. Je ne suis pas brésilien, je ne suis pas concerné. Je suis extrêmement peiné que des gens disent « Ah bah, il est le versant du populisme contre la gauche internationale, c'est débile, c'est idiot. » Et je suis Alors vous me direz, alors pourquoi vous aimez bien par exemple un mec comme Salvini? Salvini a le même ennemi que moi. Pour ce qu'il veut faire de l'Italie, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse chez Salvini, c'est qu'il est face à l'Allemagne. C'est tout, point, barre. Je n'ai pas d'ennemi ou d'amis communs avec ce leader, qui n'est d'ailleurs pas un leader populiste, qui est un leader poujadiste. Le leader populiste, c'était Lula. Bon. Lula, alors, pourquoi cet homme est là? Je vous rappelle que cet homme, qui est un ancien militaire, nostalgique, il faut que vous vous rappeliez que le Brésil a été une dictature militaire des années 60 aux années 80, une dictature militaire particulièrement violente qui a fait à peu près disparaître au moins, d'après les commissions spécialisées, au moins 400 personnes, qui a torturé des milliers d'opposants, dont Dilma Rousseff, qui est l'ancienne Premier ministre qui a chuté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Le Parti des travailleurs, comment on en est arrivé là au Brésil? C'est très simple. Le Parti des travailleurs, d'abord, a voulu calmer le jeu vis-à-vis des classes possédantes quand il est arrivé au pouvoir. Donc le parti des travailleurs, ne l'oubliez pas, était soutenu par le mouvement des sans-toits, le mouvement des sans-terre, etc. Il a mis de l'eau dans son vin. Néanmoins, il a fait quelque chose qui n'a pas été apprécié à Washington. Il a été le versant latino des fameux BRICS. Mais n'oubliez jamais que le terme BRICS est issu du vocabulaire de la gestion de fonds. C'est un terme qui a été créé par Goldman Sachs, les BRICS. Ça ne veut rien dire en soi. Prenez l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS, elle est totalement dans la main elle était totalement parce que là elle est en train de s'effondrer, donc elle est plus totalement dans la main des Américains, elle est plus dans des mains tout court, l'Afrique du Sud. Mais du temps de Jacob Zuma, ce qui nous ramène quand même pas il y a si longtemps, c'était un pays qui était le fer de lance des atlantistes dans toute la partie sud de l'Afrique. Bon. Donc si vous voulez, ça ne veut rien dire en soi, les BRICS. Or le problème, c'est que Lula, lui, quel est le but géopolitique du Brésil? Parmi les buts géopolitiques du Brésil, il y a de rayonner dans l'Atlantique Sud, et donc d'avoir une politique de puissance. Lula a tenté de le faire. Il était rouge-rouge, il est passé à rose-bonbon, pour ne pas se mettre les classes possédantes à dos. Ensuite, manque de bol. Quand Dilma Rousseff a pris sa place, je crois en 2004, puis ensuite elle a été réélue, je crois en 2011, c'est à vérifier, je dis ça de tête. Le problème de Dilma Rousseff, 2011, et je crois que c'est 2011-2016. Mais ça fait 15 ans que le Parti des travailleurs domine la vie politique brésilienne. Le problème, c'est qu'il n'a pas enrayé la corruption, qu'il a eu des affaires avec Petrobras, qui est la compagnie pétrolière publique, et les Brésiliens ont été écœurés de cette corruption. Point 1. Point 2, je rappelle qu'il y a 7 morts par homicide, 6 à 7 morts par homicide par jour au Brésil. Qu'il y a eu près de 60 000 morts, je crois, entre 50 et 60 000 morts l'année dernière, ce qui veut dire plus que la Syrie sur l'année 2017. Je rappelle que... et donc, vous avez une volonté d'ordre, que les libéraux et les partis de droite au Brésil maquillent par une nostalgie de la dictature. Je rappelle que quand la dictature au Brésil est montée, ça, vous trouverez ça dans de très bons articles comme ceux de ce très très bon site qui s'appelle Le Vent se lève, quand la dictature a été montée au Brésil, il y avait un taux
de missiles de 5,6 sur 10 000 et à la fin de la dictature de 32. Donc si vous voulez, la violence monte dans la société brésilienne depuis très longtemps, pour des raisons qui sont à la fois agraires, culturelles, problèmes de cohabitation entre les Noirs, les Métis et les Indiens et les Blancs, etc. etc. Bon, il y a des tas de facteurs à prendre en compte. Le souci, c'est Dilma Rousseff, qui n'était pas dans le scandale Petrobras, est plombée par les affaires et donc elle est destituée en août 2016. Donc commence le gouvernement Temer, je crois. Là, je dis ça, tout ça de tête. Je ne suis pas spécialiste du Brésil, mais je crois que ça se prononce comme ça. Qui est un gouvernement dont le pilier est le parti de l'ancien président, qui est le parti de centre-droit habituel. Ce parti de centre-droit va se ridiculiser. Donc, centre-droit, Rousseff aux fraises. Centre-droit liquidé. Qu'est-ce qui reste? Lula. On le fait invalider pour une affaire en cours, justement, de corruption dans l'affaire Petrobras. Et bien, qu'est-ce qui reste? Le lampiste, qui est parlementaire depuis 30 ans, d'extrême droite, ce qui ne veut rien dire dans le vocabulaire latino-américain, c'est avant tout un ancien chrétien démocrate qui est un poujadiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une demande sécuritaire, et d'ailleurs pas des trucs totalement délirants. Il veut abaisser la majorité pénale parce que les bandes criminelles ont utilisé des petits sicarios, tu vois, des gamins, puisque là, il n'y a pas de... Vu que le Brésil a des lois parallèles à l'ordonnance de 45, donc si tu veux, on ne peut pas condamner des gens trop jeunes. Il veut armer les populations, etc. Le problème, ce n'est pas cette partie-là de son programme. C'est qu'il est soutenu par le lobby agroalimentaire brésilien, qu'il est soutenu par Washington et par le Financial Times, et le problème, c'est quel degré d'indépendance va-t-il laisser au Brésil? Ça, c'est la question des Brésiliens. Ensuite, c'est pas un nazi, ça ne veut rien dire en Amérique latine. Il y a eu 2 partis nazis en Amérique latine qui étaient en Bolivie et au Pérou, qui étaient des partis indigènes, qui avaient le culte du métissage, et la seule chose qu'ils avaient de nazi, c'était l'affection pour les uniformes Hugo Boss. Donc, si vous voulez, ça ne veut rien dire en Amérique latine. Si cet homme doit être rattaché à quelque chose, et ça c'est extrêmement grave, d'un certain côté, il doit être rattaché plutôt à Pinochet. Ouais, c'est ça, il se revendique de Pinochet. Et il se revendique de Pinochet, et qui dit Pinochet, dit les ors noirs du plan Condor. Or, le problème, c'est que cet homme, ayant annoncé qu'il allait faire des purges, etc., nous pouvons avoir des craintes pour l'avenir de la cohabitation des Brésiliens entre eux. Après, cet homme n'a pas à être insulté, il a été démocratiquement élu. Maintenant, il faut faire avec. Très bien. Bah, écoutez, on termine cet entretien sur l'évocation d'un décès, celui d'Yvan Blot. Alors, Yvan Blot, qui a été dans... Si vous voulez, Yvan Blot, c'est l'auteur d'un de mes amis, qui est le courageux éditeur Bernard Joaquin-Guély. Yvan Blot, moi je l'ai reçu au Cercle Aristote, c'est un grand spécialiste de l'antiterrorisme, c'était quelqu'un de très bien. Il a eu une carrière politique sinueuse. C'est l'un des hommes qui a libéralisé le programme économique du RPR, je ne suis pas sûr que c'était ce qu'il a fait de mieux. Il a conseillé Bruno Maigret, je ne suis vraiment pas sûr que c'est ce qu'il a fait de mieux. Il a été, par exemple, de manière obsessionnelle pro-croate et anti-russe avant de devenir pro-russe. Si vous voulez, c'est le communiqué que j'avais fait pour son décès, qui est vraiment une perte parce que c'était vraiment un intellectuel. Beaucoup lui sera pardonné pour ses actions de ces dernières années. Voilà, j'encourage les gens à découvrir son œuvre à travers les ouvrages des éditions du Grenadier, donc de mon ami des éditions Bernard Joaquin-Guély, en se rendant compte que, vous savez, une vie c'est long, c'est riche, c'est subtil, on n'est pas toujours d'accord avec soi, et voilà. Très bien. Écoutez, merci Pierre Bourgeron, et on Merci à se vous. retrouve pour le mois prochain, pour le prochain entretien. À bientôt.